Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Bienvenue Gauthier, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Audace. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Alors, en toute transparence, j'adore être transparente avec les auditeurs. C'est vrai que je ne savais pas trop comment attaquer ton profil parce que, donc je vais te laisser te présenter, mais en 2 mots, donc tu es hockeyeur professionnel. J'étais. Voilà, les 2 pieds dans le plat. Peu. Tu viens de prendre ta retraite, on va en parler. Mais c'est vrai que le côté technique du hockey, moi j'ai, comme tu le sais, fréquenté il y a bien des années un joueur de hockey. Donc j'étais un peu dans le milieu que j'appréciais beaucoup. Je trouve que l'ambiance, la convivialité, l'entraide est très présente dans le milieu. Parce qu'après, je suis passée dans le foot. C'était un autre délire. Mais bref. On va pas commencer sur ce débat-là. Voilà. Mais bref, au niveau de la technique du hockey, évidemment, moi, je ne suis pas la personne idéale pour te questionner là-dessus. Donc, on ne va pas parler technique, mais vraiment plutôt, on va creuser sur la vie d'un athlète de haut niveau dans un sport collectif. J'ai eu la chance de recevoir Camilo sur le podcast qui était en athlétisme sport individuel. Je pense que c'est un peu différent. Tout à fait. Je me tais maintenant, je te laisse parler. Donc Gauthier, tu peux me dire en 2 mots qui tu es, te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, je m'appelle Gauthier, j'ai 34 ans. Comme tu disais, je viens de prendre ma retraite internationale comme joueur de hockey. Qui était en fait qui était à la base un hobby, une passion et qui est devenu mon métier au fur et à mesure parce que tout s'est professionnalisé et les entraînements, tout aussi s'est intensifié. Et donc j'ai dû faire un choix à un moment, études, boulot ou hockey. Ça a été pour le hockey jusqu'à peu. Et à côté de ça, je suis papa de 2 enfants, Tommy et Luca, qui ont 6 et bientôt 2 ans. Donc ça aussi, ça a été tout un challenge de pouvoir être performant dans les 2, on va dire, parce qu'il faut quand même une présence à la maison. Et donc voilà, maintenant j'ai une nouvelle vie, on va dire. Je dis un peu, c'est ma vie 2.0 qui commence, des nouveaux challenges qui s'ouvrent à moi. Et je vais devoir franchir quelques portes pour pouvoir essayer d'être performant dans cette nouvelle vie. On va parler de cette nouvelle carrière. Avant ça, j'aime bien revenir un petit peu sur l'enfance. Je pense que c'est toujours marquant. Particulièrement, je trouve que maintenant qu'on est parents, on voit nos propres enfants. Je crois qu'on projette aussi des choses là-dedans. Mais dis-moi, Gauthier, est-ce qu'il y a un truc précis dans ton enfance qui explique qui tu es aujourd'hui ? Ça va paraître con, mais je pense que j'ai quand même toujours été derrière cette petite baballe, on va dire. On disait la petite baballe, que ça soit OK, mais il y a aussi eu un peu le foot, il y a eu le basket. J'ai quand même très vite accroché à tout ce qui était sport. Et donc, le sport m'a toujours permis de faire des rencontres, de faire partie d'une équipe, parce que ça a souvent été aussi des sports collectifs. J'ai pas spécialement été inscrit, mais ce que tu vois à l'école, tu vas me dire, tu joues au foot, c'est toujours une équipe. Basket, c'est une équipe. OK, c'est équipe. J'ai bien aimé le tennis, c'est vrai. Mais de nouveau, rien que pour le fait d'aller s'entraîner avec des copains et de pouvoir se réunir, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fort marqué, que j'ai toujours bien aimé au niveau du sport. Et en fait, je me rends compte que aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, j'aime bien faire des dîners, j'aime bien de nouveau aller au hockey, voir les copains. Il y a l'aspect hockey technique qui forcément m'excite et que j'aime beaucoup, mais il y a quand même toute cette relation humaine qui m'intéresse. Et je vois maintenant aussi dans mes nouveaux challenges, on va dire que ce soit... on en parlera peut-être plus tard. Voilà, j'essaye de former justement une équipe. Je ne suis pas un solitaire qui va dire je vais essayer de faire ça tout seul de mon côté, je vais foncer et voir ce que ça donne après. J'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir un peu cette sécurité autour de moi pour essayer d'atteindre mes objectifs. Ouais, c'est vrai que tu as toujours été team player. Ouais, je pense. Dans mon comportement aussi, je pense. Ouais. Tes parents, ils sont sportifs eux-mêmes ? Ils l'ont été, mais pas. C'est pas que j'ai été éduqué vraiment dans ce sport de haut niveau comme d'autres enfants peuvent l'être auparavant. Donc ils ont fait du hockey. Ma maman pas. Ma maman était un peu dans l'athlétisme. Qu'est-ce que je raconte ? Dans l'équitation. C'est pas du tout la même chose. Un peu d'équitation. Mon papa dans le hockey. Donc voilà. Quand même. T'étais quand même dans le hockey. Ouais. Donc j'ai quand même été.
je suis né, on va dire, au bord du terrain, Ouais. à aller le voir jouer, à jouer du Ah. coup avec les enfants de ses coéquipiers et tout, mais ça n'a jamais été non plus du très haut niveau comme moi j'ai eu la chance de pouvoir atteindre, et donc c'est pas qu'il y avait tout ce lifestyle ou toute cette pression, on va Ce dire, mindset. derrière. Ouais, c'est Il ça. était du genre à te pousser. Est-ce qu'il peut-être il voyait en toi la carrière que peut-être lui n'a pas eu? Ça, c'est possible, d'une certaine manière. Il a quand même joué en équipe première, donc c'était connaissait, pas juste quoi. pour le fun. Ouais. Mais bon, c'était pas non plus le hockey dans le temps, n'était pas non plus, n'avait pas la même exigence et n'avait pas la même professionnalité ou le professionnalisme qu'il faut aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr qu'il m'a jamais poussé, mais j'étais aussi très demandeur à toujours jouer. Donc du coup, je pense que lui, c'était sa passion. Il voyait qu'il avait réussi à transmettre cette passion chez moi. Et donc du coup, je pense que ça l'a aussi un peu, donné envie à essayer de me donner des conseils, de m'amener justement au hockey, de me donner cette opportunité de pouvoir jouer tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément aujourd'hui avec mon fils aussi. Oui, j'imagine. Tommy pourrait vivre avec un stick de hockey en main et a déjà passé plus d'heures au bord des terrains parce que sa maman, Gloria, jouait. Elle a dû arrêter. Mais donc du coup, lui, il est vraiment littéralement né sur un terrain et il passe sa vie sur un terrain ou dans des clubs de hockey. C'est des questions que vous vous posez, vous, en tant que parent, de ne pas trop pousser l'enfant? On ne le pousse pas. Non. Justement, nous, Vous le mettez en contact avec le sport et après, vous le laissez... C'est ça. Mais après, il y a quand même une pression... il a pas... Enfant d'athlète de haut niveau... Ouais, ça oui. Ça on pro. peut se rendre compte qu'il va y avoir une certaine pression. Ouais. Et c'est vrai que voilà... On dit, tu vois quand même vite aussi auprès des autres enfants, Tommy, parce qu'il voit que c'est l'enfant de Gauthier et Gloria, par exemple, tu vois, sans se la péter ou ce truc-là, mais voilà, sûr, c'est comme c'est ça une réalité. dans ce milieu, voilà, c'est une réalité. Comme les enfants de stars, ou tu vois... Ouais, sauf que ça reste du hockey, mais vous tu êtes vois, des stars à haut niveau. voilà, on va dire ça. On peut dire ça comme ça. Mais justement, je pense que le fait d'avoir eu cette carrière, aussi bien elle que moi, on va pas vouloir pousser spécialement pour avoir la même, mais on va justement rester bien les pieds sur terre et voir que il y a quand même énormément d'étapes à franchir avant d'y arriver. Et je pense que c'est un peu le défaut aujourd'hui, c'est que nous, aussi bien elle que moi, on en rêvait probablement quand on était petit et on est arrivé, mais les générations avant nous n'avaient pas eu ces résultats. Donc on ne savait pas très bien ce que ça allait donner ou vers où ça allait mener. Tandis que le problème d'aujourd'hui chez les jeunes, c'est qu'ils nous ont vu, nous, réaliser tous nos rêves. Et donc ils se disent, moi aussi je veux ça, parce qu'ils voient ça, et c'est atteignable. Et donc ils l'ont vu peut-être à la télé ou dans les journaux ou autre chose. Et ils nous voient aujourd'hui. Et donc je pense que c'est là où c'est un peu la différence dans l'éducation, c'est qu'aujourd'hui les parents poussent énormément leurs enfants. Tu vois ça? Ouais. On se rapproche du foot, d'une certaine manière. Dingue. Ouais. Parce que c'est vrai que ces 20 dernières années, le hockey a totalement changé. À fond. Avec votre génération, en fait. Hein. Ouais. Je dirais à partir de 2007-2008, là ça a commencé quand ils se sont qualifiés pour les Jeux de Pékin, là ça a recommencé à faire un boom, et depuis, rien qu'au niveau du nombre d'affiliés, je pense que dans le temps ils étaient à 20 000 et aujourd'hui on est à 60 000 en Belgique, ce qui n'est pas grand chose, ça reste un petit sport, mais je pense qu'il se professionnalise énormément grâce aux résultats forcément des dernières années. Et tu vois ça aussi dans les cours de récréation, ou même je trouve c'est quelque chose, peut-être tu feras attention si jamais tu te promènes, les arrêts de bus ou quoi, tu vois maintenant des gens se promener avec des sticks de hockey. Nous dans le temps jamais. Donc tu vois quand même que ça devient de plus en plus populaire, mais ça restera un sport que tu ne sais pas exercer à l'école. Et oui, et qui est moins accessible que le foot. Non, je parle même, tu vois, de la cotisation annuelle. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Un certain prix. Ouais, d'office. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus populaire. Oui, tout à fait. Ce qui fait aussi que les mentalités changent. On va vite dans le vif du sujet, mais avant ça, est-ce que tu peux vulgariser le hockey sur gazon? Des gens qui ne connaissent pas le sport. Comment dire? On va dire, prenons le foot. Ouais. Prenons le foot, sauf que nous, il y a 2 cercles et on ne peut pas marquer d'où on veut, donc on doit entrer dans le cercle pour marquer. C'est un cercle. Il faut rentrer dans un cercle et marquer. Et ça se joue. On ne peut pas jouer avec les pieds et on doit jouer avec un stick. Et un stick, c'est l'équivalent, on va dire, à un club de golf, sauf que la surface avec laquelle on peut jouer est quand même beaucoup plus grande. Et ça se joue à 11 contre 11. 11 contre 11. Ouais. Mais après, il y a plein de règles et tout, mais ça, il c'est y a trop vraiment technique. beaucoup de règles. Mais en gros, c'est ça. Alors, dis-nous. J'ai pas envie de rentrer dans le détail de toute ta carrière. Franchement, toutes ces infos sont accessibles en ligne. Donc, en gros, où tu as joué, pour qui, et les compétitions qui ont compté pour toi. Donc moi j'ai fait 3 clubs dans ma vie et je suis encore actif, donc on a dit j'étais retraité mais je suis quand même encore actif en division d'honneur, donc ça c'est comme la D1 au foot, donc ça je joue encore.
Combien de temps, on verra bien, ça dépendra du corps. Ouais, c'est ça. Mais voilà, le plus longtemps possible, j'espère. Et sinon, donc j'ai joué à Loré toute ma jeunesse, puis j'ai eu un passage au Waterloo Ducks qui était assez fructueux au terme de titres et de trucs en club, donc ça c'était très gai. C'était un peu ton Ouais, c'était un peu highlight de ta carrière. En termes de résultats, oui, mais je continuais quand même à grandir. Ok. Et là maintenant ici, ça fait 3 saisons que je suis au Léopold Club à Uccle. Donc ça c'est pour toute la partie club. Et en équipe nationale, j'ai eu ma première sélection à 17 ans en messieurs, et puis après j'ai fait de mes 17 à mes 33 ans et demi, on va dire, en équipe nationale, où là on a eu, on va dire, une grosse époque entre 2018 et 2021 où là on a tout gagné. En plus c'était les périodes Covid, etc. C'était un peu il y a eu challengeant Covid pour et tout, vous. ouais, donc ça c'était quand même chaud, parce que pendant toute cette période Covid, nous, avant que les jeux soient reportés, ils ont même failli être annulés, on va dire. Pas juste. Nous on s'entraînait, puis après on a continué à pouvoir s'entraîner avec des petites bulles de 5-6 personnes, mais donc c'était très bizarre, ça changeait justement tout ce move d'équipe qu'on avait l'habitude d'avoir, où on se rejoignait à 22, 23 tous les matins pour s'entraîner. Là c'était des petites bulles par 5-6, parce que les règles faisaient que c'était ça, mais on avait la chance d'encore pouvoir s'entraîner et de le faire, parce qu'il y a plein de sports où c'était plus autorisé. Et après il y a la nouvelle qui est tombée aussi en disant les jeux sont reportés. Et là, ça a été un peu je peux pas dire un soulagement, mais quand même, parce qu'il y avait quand même cette pression de dire ça va être annulé. C'était mis sur la table à un moment donné. Là, ça a été reporté, heureusement pour nous, parce qu'on était quand même quelques-uns à devenir assez vieux. Et c'est ça, c'est tous les 4 Paris ans. n'était pas spécialement une option directe pour la plupart d'entre nous, qui au final, on a tous continué. Pas dire comme des cons, mais oui, on a tous continué là-dedans. Mais donc voilà, j'ai eu la chance de faire partie de cette aventure belge, on va dire. Quelle compétition JO t'ont le plus marqué? Je dirais vraiment ce 2018-2021, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, jeu qu'on a réussi à gagner. Et ça, c'était vraiment le Graal, parce qu'il y avait... Je ne sais même pas s'il y a une équipe qui a réussi à le faire, en fait, avant, d'avoir fait justement le triplé d'affilée, comme ça. Mais c'est juste que là on avait connu tellement de galères avant, avec toute cette génération, et il y a toujours des joueurs qui viennent et qui repartent forcément, parce qu'il y en a qui arrêtent, qui ont d'autres objectifs dans la vie, qui sont pas sélectionnés ou quoi dans le noyau, donc il y a un peu de changement, mais on va dire quand même que 80% du noyau restait le même. Donc c'est comme si j'avais vraiment vécu avec ces gars-là pendant 15 ans. Genre coller une vacance, quoi, pendant 15 ans. Parce qu'il y a vraiment cet esprit, j'imagine comme dans le foot, mais comme dans les sports de collectif. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une camaraderie qui est très présente chez vous. À fond, et qu'on gardera aussi par après. J'espère. Oui, c'est le but. J'imagine qu'il doit y avoir il y a des liens, il y a des liens forts, c'est ça. Des liens forts, mais aussi des tempéraments très différents, tu vois. Toi, tu es très sociable. J'imagine qu'il y a des gens qui sont un peu plus introvertis. Non, il y a de tout. Maintenant, justement, le fait de se connaître aussi bien, tu vois que ça se cassait au fur et à mesure des années, et qu'on savait, tu vois, très bien qui était plutôt du matin, qui était plutôt tu vois, qui fallait pas trop faire chier le matin ou pas, et donc non, c'était très bien comme ça, et on a vraiment créé des chouettes liens avec qui même on part parfois en vacances avec des copains. Tu vois, maintenant tout le monde commence à avoir des enfants aussi, donc tu vois tout le monde qui s'agrandit, donc c'est très chouette. Franchement, ça... Tu nous parlais d'entraînement le matin. Tu sais nous mettre dans une semaine type? Allez, disons, je me lève avec toi, à côté de toi. Comment ça se passe? Ça dépend des périodes, c'est sûr. Mais... Période un peu chaude. On va dire les périodes chaudes, c'est ça, pendant l'année, simple, ou préparation pour les Jeux. Voilà, exact. Nous, on s'entraînait toujours à Anvers. Donc, pour ceux de Bruxelles, c'était quand même toujours un beau déplacement. Mais en gros, on avait le lundi, c'était de 10h à 15h. Je ne dis pas qu'on s'entraîne de 10h à 15h. Là-dedans, il peut y avoir de la musculation, il y a des entraînements techniques, il y a des entraînements collectifs, il y a un peu de vidéo aussi. On mange aussi ensemble, tu vois. Donc, on n'est pas pendant 5 heures Vollenbach, c'est juste pas possible pour le corps. Vidéo, c'est analyse vidéo de nos matchs, des adversaires, des projets qu'ils vont mettre en place tactiques. Donc, c'est vraiment purement de la théorie, on va dire. Okay. Le mardi, on avait double session, donc ça on s'entraînait de 10h à midi et demi, et puis de 3 à 5, donc ça c'était, la période là-bas était un peu plus longue, mais bon voilà, de nouveau on mangeait ensemble, passait du temps ensemble, il y avait de temps en temps des meetings en plus, donc ça tu avais quand même une grosse journée là-dessus. Mercredi matin on avait une session, puis parfois on devait aller le soir en club, ça dépendait, parce que tu as quand même des entraînements en club dedans, donc ça dépend des périodes de nouveau, mais on va dire dans les toutes grosses on ne devait pas y aller. C'était purement l'équipe nationale du lundi au jeudi, c'est ça, et on allait le vendredi en club.
Et le jeudi, là, on enchaînait de nouveau avec un entraînement le matin et une muscu l'après-midi. Ok. Donc, on est déjà quand même à 4 jours full. Mhm. Et puis, le vendredi, on allait tous en club. Le samedi, on avait repos. Et le dimanche, on avait match en club où on s'affrontait. Et le lundi, on était reparti. Donc, on était quand même à du 6 jours semaine à fond. Après, c'était votre taf. C'était notre taf. En tout cas, c'est devenu notre taf. On va peut dire parler ça. un peu d'argent. Comment est-ce On qu'on peut. vit de ça? Parce que c'est vrai que sur papier, ça fait évidemment très envie. Ouais. On n'est pas à des salaires tels que le foot. Non, pas du tout. sais nous dire une Comment est-ce que fourchette? je peux dire Oui. Oui, j'imagine que tu peux En pas gros, tout c'est nous dire, non, mais- au fur et à mesure, tout a évolué. Donc, Ouais. c'est venu avec les résultats. Mais à 17 ans, quand tu te dis, OK, je vais essayer de Ouais, suivre c'est mon ça que rêve, j'allais dire. là, il n'y avait rien. Il y avait, Enfin, financièrement, il y avait fallait- quasi rien. C'est ça. C'était encore. Je sais pas très bien à ce moment-là. J'étais trop jeune pour comprendre tout le système de comment c'était payé. Mais bon, il y avait l'aide de l'ADEPS et de Sport Vlaanderen. OK. Comme des subsides, enfin des aides. Ouais, des aides de ces deux entités. Puis il y a du sponsoring forcément. Pour vous, direct? Ça, c'est venu au fur et à mesure des résultats. Mhm. Donc ça, c'était un peu chacun. Ça, c'est toujours aujourd'hui, c'est chacun sa popote. Donc Par rapport aux résultats ou par rapport au à ton personal image. branding, par Ouais, rapport, personal branding, tout ça. Donc par rapport à tes réseaux, comment est-ce que tu veux les Ouais. développer? Oui, non. Est-ce que tu es plutôt du genre à aller chercher? Est-ce que tu as un manager? Est-ce que ça, c'est vraiment ton propre problème. Et on avait donc au tout début, on touchait une histoire de moi qui étais dans les plus jeunes, donc ça dépendait de ton nombre de sélections et ton ancienneté. On touchait une histoire de 400 € par mois. Oui, c'est- Donc, C'est rien. et tu devais déjà commencer à rater l'école. Moi, tous les mardis matins, j'allais à l'entraînement, tu vois. Bon, mais c'était pas aussi intensif que ce qu'on avait maintenant en type d'entraînement. Tout ça a évolué. Et c'est nous aussi qui avons fait le choix à un moment donné, vers 2016, hiver 2015-2016, un truc du style, donc avant les Jeux de Rio. Là, on était en stage. Et c'est là où je trouve que tout a basculé. Il y avait déjà eu des bons résultats avant, mais là, on a commencé à... C'est venu d'un workshop en disant, voilà, quel serait le programme idéal pour notre noyau pour arriver à atteindre nos objectifs. Et nos objectifs, c'était podium au jeu, voire gagner. Et de terminer à chaque fois sur le podium à tous les tournois. Mais on se focalisait principalement sur les jeux. Et donc, c'est là, On en vous a fait... demandé votre avis? Ouais. OK. En disant, vous, en tant qu'équipe, Ouais. vous êtes prêts à... Qu'est-ce que Quelle vous êtes prêts à concession, quoi? sacrifier? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en place pour dire, avec ça, on va atteindre nos objectifs? Et c'est là on a commencé à dire, le lundi, ça doit être ça, le mardi, ça doit être ça, le mardi, ça, le jeudi, ça. Et donc, on était prêt à faire un programme de... Au début, je pense qu'on avait même essayé de vendre 3 jours semaine, tu vois, pour essayer de garder un peu cet équilibre avec le club aussi. Et c'est là où ça a varié en fonction des périodes, où c'était 3 ou 4 jours semaine, parce que tu ne sais pas non plus tenir Ouais. 52 semaines comme ça. Et c'est là où il y a aussi tout cet investissement. On a dit, voilà, être sportif de haut niveau, c'est 356 jours sur l'année. Ouais. Donc c'est toute l'année en fait. Ouais. C'est toute l'année. Si on veut vraiment atteindre nos objectifs. Tandis Et qu'avant, c'était un peu, tu vois, il y en a qui travaillaient un peu, il y en a qui étudiaient beaucoup, il y en a qui, je sais pas, avaient encore d'autres priorités à côté qui faisaient que tu pouvais pas en demander pas. autant, quoi. Non. Et en tout cas, tu n'allais pas arriver aux objectifs. Oui. Tu pouvais pas performer à ce point-là À avec fond. autant à côté. Ouais. Et du coup, là, quand les choix sont imposés, il y a des gens qui ont quitté le noyau? Non. OK. Donc tout le monde a fait le choix en fait de faire un peu de Ouais. concession Le dans sa workshop, vie ouais. perso. Je pense qu'on était déjà assez avancé dans Ouais. dans notre manière de travailler et on avait déjà réalisé le potentiel qu'on avait et qu'il manquait pas grand-chose. Il manquait, enfin pas grand-chose. La dernière marche, comme on dit, est quand même toujours énorme avant d'arriver sur le podium. Et puis après, elles sont toutes aussi grandes pour arriver tout en haut, on va dire. Mais tu voyais déjà que ça vivait un peu dans le groupe en disant, OK, si On on y va, commence quoi. vraiment à se professionnaliser, on va réussir à faire quelque chose. Et avec les jeunes qui vont débarquer après derrière nous, forcément, ça va peut-être prendre des places aussi des plus anciens. Mais tu vois quand même que tout ce professionnalisme s'est mis en place. Et donc, du coup, on a aussi la Fédé Qui a a suivi. commencé à pousser aussi auprès de Blozo. Enfin, à ce moment-là, c'était encore Blozo, mais donc Sport Vlaanderen et l'ADEPS. Et donc, les sponsors viennent avec les résultats. Et donc, tout s'enchaîne. Et à la fin, on arrivait avec un contrat d'employé. Pour répondre à la question au début, on Oui. arrivait à un contrat d'employé avec, c'était plus ou moins 2000 € brut. Ouais, c'est pas non plus C'est pas non mirobolant. plus le... Non. Et à côté de ça, on a chacun notre contrat en club. Et ça, de nouveau, ça c'est chacun qui négocie à ça. OK, là vous êtes à sa payé manière. aussi Ouais. en club. Donc Ok. en fait, mais bon, t'as double salaire, quoi. OK. OK, mais donc c'est C'est viable. mais c'est pas
Donc, moi qui suis tout juste retraité de l'équipe nationale, je dois travailler le lendemain où Tu j'ai dois arrêté. travailler, mais non, c'est ça. Tu vois, Tu vas devoir travailler, je tu peux peux pas pas dire vivre sur on tes voit acquis, dans quoi. 2 ans et on verra Mm. bien, quoi. Non, il faut travailler. Il faut autre chose. On parle d'argent, on peut parler de pression. Est-ce qu'il y a des moments où la pression est devenue trop forte pour toi? Comment gères-tu la pression? J'ai jamais eu de pression de tournoi. Tu vois, jouer des finales ou des demi-finales. Ça m'a toujours boosté. Et ça m'a toujours... C'est ça qui me drivait, en fait. Et c'est pour ça que tu te dis, voilà, je m'entraîne tous les jours, enfin quasi tous les jours, pour arriver à ces moments-là. Mais par contre, j'ai souvent été confronté au stress de sélection, moi. Ah oui, J'avais plus cette peur crainte de ne pas être de ne pas être sélectionné. sélectionné dans le noyau, de dire, je fais tout ça pour rien. Ah. Tu vois? Et de dire, je me suis entraîné les 8 derniers mois et qu'au Je suis pas final, repris, quoi. je suis pas repris. Et donc, ok, tu vas me dire à ce moment-là, tu peux aller repartir en vacances, tu peux faire d'autres choses, mais tout ton but, tout ce que tu sacrifies pendant toute l'année, les sorties avec les copains, les dîners, les soirées et tout, c'est quand même pour arriver après à participer à ces tournois-là. Et donc ça, je me rends compte qu'avec avec un petit manque de confiance en moi à ce niveau-là de temps en temps, ça m'a plus mis en difficulté que d'autres. T'as jamais eu la peur de la réussite? C'est quand c'est parfois le goal est tellement proche qu'il y a moyen de l'atteindre. Ça tu après, capotes tout toi-même, tu vois? non, ça pas. Mais Peut-être que le peut-être que collectif vu aide. que l'équipe est là, C'est ça. je voyais très bien que dans le comportement de certains, eux étaient encore plus drivés vers la réussite et de comment il fallait faire et d'être persuadés qu'en allant comme ça va le faire. Et peut-être qu'à ce moment-là, moi j'étais peut-être un peu plus un suiveur à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des moments où tu as performé d'un point de vue national, mais pas en club? Ou vice-versa? Tu performes en club, mais pas dans l'équipe nationale? Oui, il y a des périodes. Mais ça, c'est comme dans tout. Dans une carrière, tu as des hauts et des bas. Il y a parfois, même mentalement, parfois mon focus était plus... Allez, quand tu arrives à l'approche, par exemple, des jeux, en club, tu commences aussi un Oui, peu à faire attention au niveau blessure, au c'est niveau... ça. Inconsciemment, tu dis aussi, là, si je me blesse, ça commence à être dangereux. Et donc, il y a un peu... ce focus est mis, ou en tout cas la balance club-équipe nationale, c'est quand même toujours quelque chose où le joueur qui est dans les deux se trouve un peu entre deux chaises, quoi, parce qu'il a la pression du club, il a son coach en club, on va dire, qui lui dit tu dois être performant, Ouais. surtout on compte sur toi, tu fais Ouais. partie des meilleurs, et puis tu as l'équipe nationale où on te dit tu dois être prêt au moment où on te Pourquoi dit d'être blesses prêt. maintenant parce que... C'est ça, voilà. Donc là, mais ça c'est comme ça et ce sera comme ça tout le temps. Je vois les joueurs qui sont aujourd'hui encore en équipe nationale, ils doivent toujours jongler entre les deux. Les clubs qui sont les plus conciliants, on va dire, et où la communication est la meilleure avec le joueur, c'est eux qui arrivent après à avoir leur joueur au moment où il faut, dans Oui. sa meilleure forme, dans les deux équipes. Ouais. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est applicable aussi dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez des coachs de préparation mentale? Ouais. Vous avez eu ça? On a eu un peu de tout. Nutritionniste ici, diététicien? Ouais. C'était quoi une approche un peu holistique, multidisciplinaire chez vous? Vous aviez quoi? Kiné? Ouais. Vous avez, j'imagine, toujours. On a kiné souvent et ostéo aussi. Qui viennent avec vous en déplacement? Ouais. Pour les Mais JO, donc là, tout de ça. nouveau, il faut expliquer, on n'est pas comme au foot où il y a 3 masseurs, 3 Ouais. kinés, 2 ostéos qui débarquent. Ouais. C'est qu'on a une personne ou deux maintenant, ils ont voté pour 2, qui fait justement kiné et ostéo. Mais bon, quand on part en stage comme ça, on est à 25, donc on est à 25 pour 2 personnes. Donc c'est quand même, tu peux pas aller tous les jours sur la table. Après, je pense que c'est une question d'habitude aussi, parce que parfois tu vas aussi sur la table parce que tu aimes bien aller sur la table. Moi, j'avoue. T'aimes bien, toi? Ouais, moi j'adorais aller chez le kiné. Parfois ils me voyaient arriver, ils disaient aussi bon go, c'est bon là. Mais non, moi j'aimais bien faire soigner. Et après, diététicien, c'était par période. C'est quoi le type de régime alimentaire qui vous était recommandé? En fait, ils n'ont jamais été très 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 regardant drastique, tu vois, là-dessus. On La- avait des tests de graisse, donc Ah on oui, devait voilà, j'allais faire dire. un scan et tout, où tu avais des tests de graisse, de nouveau, ça dépend des périodes, mais on va dire une fois par an. Mais la masse graisseuse est Ouais. différente pour chaque joueur, je veux dire pour le Ouais. gardien comme pour un... Oui, mais bon, c'était de nouveau, c'est là où ils étaient malins, entre Oui. guillemets, c'est qu'ils ont dit, ça doit pas être, on va pas dire, le joueur, il doit être à 9%. Tout le monde est différent, enfin, chaque personne est différente, il y en a qui ont plus de muscles, il y en a qui en ont moins, il y en a qui sont plus rapides, d'autres sont plus lents, tu vois, tu as différents types de joueurs et de personnes. Et donc, du coup, c'était surtout
par rapport à toi-même, ils regardaient l'évolution en fonction de. Et donc, ils disaient, voilà, si toi, tu es un peu trop haut, ben, ils savent que tu peux redescendre de 0,5, de 1%, de 1,5%, tu vois, mais tu dois surtout gagner en muscle parce que c'est ça qui fait ta balance, on va dire. Mais donc, ça n'a jamais été un critère de sélection. Enfin, Chez je les pense. Chez les femmes, je sais que ça a été beaucoup plus poussé. Maintenant, moins, parce que maintenant, on va dire qu'avec tout le professionnalisme qui s'est mis en place, c'est plus vraiment un sujet d'actualité. Mais je sais qu'il y a 10-15 ans, c'était un peu plus tricky, parce qu'ils ont vraiment commencé à pousser en ayant ça comme critère, tu vois. En disant, voilà, tu dois être fit, tu dois être à ça pour pouvoir jouer, même être payé, je pense, à un moment. Je m'avance peut-être un peu, mais ouais. Ok. Et toi, tu n'as jamais eu de problème de prise ou perte de poids après les vacances? Non, oui, moi j'ai jamais été moi je faisais non, mais moi j'ai jamais fait partie de ceux qui étaient à 8-9% nickel voire moins. Moi je tournais plutôt autour des 12-13, ils savaient que voilà, j'avais d'autres qualités, on va dire, que j'étais pas le plus fit à ce niveau-là, mais voilà, j'ai eu des coups de pression, j'ai dû faire attention, voilà. Et alors, mais bon, c'est ça qui est frustrant, je trouve, avec ce scan, parce que ça c'est drôle, mais c'est genre, tu fais attention, tu vois ton poids qui descend un peu, tu perds 1-2 kilos, tu dis ok, ça va aller, tu arrives sur la balance là-bas, tu dis allez, c'est pas mal, j'ai perdu des points. Et en fait, tu prends ton scan et tu as pris 0,4 de graisse. Ouais. C'est juste... Tu perds de la flotte ou tu perds du muscle. muscle. Enfin, tu perds un peu de muscle, mais pourtant on s'entraîne tous les jours. Et donc ça aussi, c'est un peu dans le programme, je dirais, si jamais on veut vraiment encore passer au next level, c'est de dire, est-ce que parfois il n'y a pas des joueurs que tu peux sortir du programme pendant 2-3 mois et dire, toi tu te concentres vraiment uniquement là-dessus. Et dire, je sais pas moi, ça peut être révalidation pour une blessure, ça peut être que travailler sur la vitesse, ça peut hors hockey, on va dire. Mais tu sais uniquement faire ça et avoir des gains si tu sors de tout le programme d'entraînement, parce que tu sais pas rajouter ça en top-up par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme session. C'est pas, physiquement, c'est pas possible. Mais bon, ça c'est déjà technique. Ouais. C'est super intéressant. Récupération, sommeil, vigilance là-dessus ou pas? Ouais. Beaucoup? Sommeil, ils ont essayé plusieurs trucs parce que de nouveau, vu que c'était pas professionnel à 100%, que ça le devient, mais les moyens non plus sont pas illimités. Il y a une période où on recevait nos petites feuilles et on devait remplir, on devait colorier le nombre d'heures qu'on avait dormi, si jamais on avait bien dormi. Connecté, tout ça, non, y a pas quoi. Là ils ont commencé un moment avec la Oura, voilà. Mais c'était libre à chacun. Parce que de tu nouveau, l'as pas mis, toi? non. Mais de nouveau, moi j'ai dit j'ai un nouveau-né à la maison. Ouais. Et en fait, et moi ce que j'aime pas là-dedans, et c'est purement personnel, c'est que j'ai aussi ce truc en disant si jamais je vois via une nappe en disant t'es fatigué, dans ma tête je vais être fatigué. Sans que ça te gêne. Tandis que quand tu t'entraînes comme ça tous les jours, c'est normal que tu vas être fatigué. Mais donc il y a une manière d'arriver à l'entraînement et de dire oh je suis crevé, ça va pas aller. Ou alors tu dis je dois de nouveau essayer de gagner. On disait toujours chase the 1%. C'est bateau, enfin. Ça paraît bateau. Mais au final, si tu arrives avec cette mentalité-là, tu as beau être fatigué, tu vas quand même faire un bon entraînement et tu vas quand même essayer de gagner, peu importe où, dans quoi, mais tu vas essayer de progresser et t'améliorer. Donc, tu n'es pas focus sur les datas, toi? Tu n'es pas obsédé par ça? Non, pas dans celle-là en tout cas. Ok. Mais peut-être parce que ça dépend de nouveau de chaque personne. Il y avait des joueurs qui étaient vraiment à fond là-dedans et qui adoraient tout ça et qui regardaient aussi tous les datas, tu vois, GPS et tout, Polar. Tout ça, on avait. Tout ça, on a. Ça, c'est quand même très poussé chez nous parce que ça, ils regardaient vraiment. Tous les entraînements étaient basés par rapport au nombre de mètres qu'il fallait courir. Et là, tu avais aussi cette différence. Si jamais tu n'avais pas assez couru, tu devais encore courir après. Des trucs comme ça. Donc, ça, c'était quand même assez suivi, on va dire, si tu demandais au niveau professionnalisme. On va dire au niveau data course. Là, on est poussé à. Je pense à. Votre fréquence aussi. Tout ça, tout ça, c'est poussé plus. Est-ce qu'il y a du dopage dans ce milieu-là? Non, il n'y a pas de... Non, allez, vraiment. Non, dans le hockey non, il n'y a pas de dopage. Ça, je peux le garantir à 100% qu'il n'y a pas de dopage. Pourquoi? Parce qu'il y a pas... Je pense qu'il n'y a pas l'argent derrière. Ok, ouais. Mais même personnellement, tu vois, tu pourrais te doper un petit peu. Non, il n'y a pas. Il y a beaucoup de... C'est vrai que ça va toujours flirter avec la limite, je ne sais pas où est la limite, mais il y a beaucoup de suppléments alimentaires à prendre, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on va prendre de la créatine, mais bon, aujourd'hui, la créatine, c'est devenu quelque chose de banal. C'est pas Monsieur et madame tout le monde mais tu sais qu'il y a certains, même
antidouleurs qui sont considérés comme dopage. Enfin, je sais pas Mais exactement tout. moi, Mais... parce que nous, on a quand même été, on était suivis par Whereabouts, enfin par c'est Adam Whereabouts, je pense, c'est ça. Enfin, la société antidopage. Ouais. Et donc, moi, j'ai déjà eu une année où ils sont venus 5 fois à 6h30 du mat à la maison où je devais faire pipi, quoi. Où tu devais dire tous les jours où est-ce que tu dormais, tu devais donner ton heure où tu pouvais te faire contrôler. Une fois, j'avais oublié de changer, je me souviens, j'étais au Portugal. Ouais. Je rentrais de soirée, c'était mes vacances, donc il était 6h30 du mat. Bah non. Et mon père m'appelle en disant il y a quelqu'un devant la porte. C'est faire Je pipi. dis tu lui diras que je suis au Portugal. Ouais. Et donc, moi, tu as le droit à deux absences. À la troisième, tu es considéré comme dopé. Comme dopé, quoi. Ouais. Mais oui, au niveau protéines, suppléments, tout ça aussi, on était bien chargé. Le shift quand tu es devenu papa. D'abord, si tu es OK d'en parler de ton histoire d'amour avec j'allais dire ton épouse, avec ta compagne, c'est pas mariée, pas encore mariée. Est-ce que c'était évident que c'était une fille du monde du hockey? C'était un critère pour toi pour qu'elle comprenne? Non, c'était pas un critère, mais quand je vois, on a tous des disputes ou des problèmes dans les couples, ça c'est sûr, mais je sais que chez nous à la maison, ça n'a jamais tourné à cause du hockey. Tu vois, parce qu'elle comprend tout ce qu'il y a derrière, parce qu'elle sait ce que ça implique, ce que ça implique. Ta fatigue, elle l'a vécu aussi. Ton stress. Ouais, tout ça aide, je pense. Il n'y a jamais eu tu vois, comme ça pourrait arriver dans un couple en disant tu fais chier avec ton hockey. Tu vois, ça, il n'y a jamais eu. Donc, je pense que le fait qu'elle ait eu... ça n'a jamais été un critère, mais ça a quand même facilité notre relation, notre couple aujourd'hui. Ouais. Et les filles dans le milieu? Je sais qu'il y a plein de... Comment les filles dans le milieu? Ouais. Ça veut dire quoi, ça, les filles dans le milieu? Et non, mais tu vois, comment tu vis un peu cette notoriété avec les filles qui sont là, les DM Non, DM, ça, moi, je pense que ça dépend du mec. Tu vois, moi j'ai quasi toujours été casé. Non, je suis pas ouvert. Je suis pas en train de liker toutes les photos sur Instagram. J'ai pas ce truc de DM. Non. Il n'y a jamais de jalousie dans votre couple par rapport à ça? Pas par rapport à ça, non. Il n'y a pas eu de... Non, c'est pas non plus qu'on a... en tout cas, moi, en tout cas, j'ai pas 10 fans qui m'attendent. Moi, je pense dans le monde du hockey, il y a toujours eu cette... tu vois, ces petits groupes de nanas qui aiment bien les hockeyeurs, quoi. Je pense, mais entre-temps, j'ai 34 ans, tu vois, je pense que je peux voir ce que tu veux dire. Quand tu es plus jeune, oui, ça, je veux bien croire qu'à 22, 23 ans, tu as les petites vedettes qui sont là et qu'il y a leur petite troupe de fans qui traînent autour. Ça, oui, ça, je veux bien entendre. Mais là, maintenant, non. Non, ok. Bon, devenir papa, qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que pro, en tant qu'athlète? Est-ce que tu as vu le sport différemment? L'investissement, peut-être différemment. Moindre? Dans le sport? Non, les deux justement. Genre, ça m'a quand même un peu calmé d'une certaine manière. Dans le sport ou dans l'extra, les sorties? Dans l'extra, dans les sorties et tout, il y a un moment, oui, voilà, ça vient tout seul. Et donc du coup, je pense déjà, tu prends quand même un petit coup en maturité, ce qui n'était pas du refus non plus pour moi à ce moment-là, j'avoue. Et donc du coup, mais du coup, non, je pense que ça amène quand même beaucoup de structure et de planification, et donc tout ça est bénéfique pour le sport de haut niveau. Elle a dû arrêter, lever le pied. Comment ça t'a levé les maternités dans le monde du hockey? Ouais, elle, pour Tommy, forcément, elle a arrêté quand elle est tombée enceinte, mais elle avait déjà arrêté l'équipe nationale parce qu'elle est espagnole. Ok. Et quand elle est venue en Belgique, elle a continué encore un peu l'équipe nationale, mais après, elle a arrêté après les Jeux de Rio. Ouais, donc à partir de 2017, c'était fini. Elle jouait en Belgique, mais elle jouait encore au haut niveau, mais plus d'équipe nationale. Et elle jouait en club. Travaillait. Elle jouait en club. Ok. Et elle travaille. Elle travaille. Maintenant, elle ne joue plus. Mais pour Tommy, donc, pendant la grossesse, elle a arrêté. Et puis, elle a recommencé, mais d'abord en fun. Je crois qu'elle a d'abord dit je vais jouer avec mes copines, c'est fini le haut niveau, c'est bon comme ça. Et il y a eu Covid, parce que Tommy est né en 2020. Il y a eu Covid en 2020. Et je pense qu'elle a, je me trompe peut-être d'année, elle a encore fait une année, elle a rejoué au plus haut niveau. En division d'honneur en 2022, l'année 2022-2023, je pense. Elle a relancé encore une année. Wow. Ouais, okay. Donc ça, c'est quand même chapeau, parce qu'il faut, il faut remettre tout le corps en marche. Et bon, tu réenchaînes tous les entraînements. Tommy avait à ce moment-là 1 an et demi.
Donc c'est Ouais, aussi c'est chaud. Et donc là, on challengeant. jonglait un peu à deux. Quand tu pars à l'étranger pour Ouais. tes tournois et tout ça, tes camps d'entraînement, j'imagine que tu as des camps d'entraînement. Ouais. Tu as une culpabilité de ne pas être là Non. pour les petits? Non, Tu culpabilises pas? non, Il te manque? non. Non, mais pas dans ce sens-là. Non, En je fait, comprends. et ça a toujours été... À la fin, j'ai eu dur les 2-3 dernières fois avec Tommy parce que Tommy commençait à pleurer avant que je parte. Tu vois, au moment où on dit au revoir, ouais. là, il comprenait que j'étais parti pendant 3 semaines, un petit mois. Et donc ça m'a fait mal. Et ça fait partie aussi, je pense, des raisons inconsciemment qui m'ont fait un peu décrocher de l'équipe nationale, où là, j'ai dit, ben voilà, c'est mon choix, je veux arrêter maintenant. C'est toi qui as mis le stop. Ouais, et ça, je suis très content de pouvoir... d'avoir fait ce choix, tu vois. Et que j'ai Oui. pu prendre cette décision en De pas disant... être mis dehors, Ouais, mais que tu tu vois. choisis de... Ouais. Raconte-nous comment ça s'est passé, ce choix-là. On va y venir maintenant sur ta conversion. Puis j'ai encore 2-3 questions et Ouais. après, je te laisse partir. Et donc, attends, tu me disais quoi par rapport à la pression donc non, on le disait que fait tes de gosses te le manquaient manque des pas. enfants. Non, mais oui et Non, non. je rigole, En bien fait, ce sûr. qui était plus dur, c'est de dire je laisse le gars avec, avec un ou avec 2 enfants. Et de voir qu'elle doit s'occuper de tout de A à Z et de voir que pour elle, c'était une grosse charge. Donc, elle me l'a jamais reproché, mais je voyais très bien que c'était très dur et qu'elle a toujours été quand même très forte mentalement et physiquement pour pouvoir gérer ça. Mais je voulais pas non plus, et ça c'était un peu ma décision personnelle, que d'avoir ce sentiment justement de les laisser à la maison, d'avoir ce sentiment de culpabilité quand je partais en tournoi, parce que au final c'était mon rêve aussi et je savais qu'il allait s'arrêter à court terme. Résultat, 2-3 ans plus tard, c'est aussi, ça c'est fini, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose à vie. Le hockey, il y a un point final à un moment donné. Et donc, je me dis, tant encore essayer d'en profiter. Et c'était devenu mon boulot aussi. Oui, bien sûr. Indirectement. Bien sûr. Et donc, ce choix de passer à ta retraite, comment il s'est fait? Tu Euh, sentais venir, j'imagine, c'est un truc que C'était après Paris. Ouais, c'est ça. Donc c'était après Paris. Et en fait, après Paris a été un échec. On perd en quart de finale. Mais bon, c'est côté technique, on s'en fout. Non, mais mentalement, ça a été ou pas? C'était dur? Non, moi, Paris, en fait, ce qui a été très dur, c'est que Luca est né le 7 juin 2024. Et ma femme part le 2 juillet. Elle part en Espagne rejoindre sa famille avec les deux. Parce que moi, j'avais toute la préparation et tout. Et donc, tu sais pas... Là, vous étiez séparés. Donc, toi, tu t'entraînais ici. Moi, j'étais en Belgique. Elle était en Espagne. Ouais, chaud. Ouais, donc ça, c'était déjà chaud. Et moi, je les ai revus. Tommy est venu voir un match avec Glo, le quart de finale, justement, le 6 août. Donc ça faisait quand même déjà un mois que je ne les avais pas vus. Et après, moi, je les ai rejoints. On avait encore 2-3 obligations après. Le 10 août, je crois que j'étais en vacances avec tout le monde, quoi. Donc ça a quand même été... Elle a quand même fait de nouveau 5-6 semaines toute seule, avec un nourrisson, avec Tommy qui avait 4 ans. Ouais. Donc c'est aussi chargé. Donc à ce niveau-là, c'était de nouveau une grosse période pour elle. Mais de nouveau, elle me l'a jamais fait sentir et elle savait que c'était les jeux et que c'était mon rêve de pouvoir participer. Et que c'est sans doute les derniers. Voilà. Et donc c'est là le sentiment d'après, c'est que on échoue là-bas. Il y en a beaucoup qui arrêtent de toute notre génération. Et donc là, je me dis, moi, je faisais partie de ceux qui disent, bon, allez, encore j'aime bien, c'est sympa, tu fais quand même le plus beau métier du monde, comme on dit, tu vas jouer avec les copains, enfin, tu t'entraînes avec les copains tous les jours, tu es dehors, donc je me dis, pourquoi pas. Et au final, il y a les premières semaines, on reprend, tu vois, fin septembre, octobre, et là, je sens que... c'est tout un nouveau groupe, on doit tout un peu recommencer à la base, non, mais voilà, on recommence un nouveau cycle. Et donc là, je me dis, voilà, je ne vais pas être là à la fin du cycle pour les Jeux de Los Angeles, je ne les voyais pas. Et donc je me dis, qu'est-ce que ça va encore apporter de faire encore une Coupe d'Europe ou faire encore une Coupe du Monde? J'y voyais plus et ça devenait... comme je dis, ça devenait quelque chose de lourd et que j'avais plus cette même excitation à aller m'entraîner, à me lever tous les matins pour le faire. Et donc je m'étais toujours dit, si jamais j'ai plus ça, autant arrêter et commencer ma nouvelle vie. Et parle-nous de ta nouvelle vie. Attends, alors comment tu te sens mentalement? Toi, c'est plutôt un deuil ou t'es libéré? Tu te sens comment? Non, libéré. Libéré. Mais je pense de nouveau parce que j'ai pu prendre le choix. Si jamais j'avais été mis dehors, je pense que ça aurait été différent. Il y en a beaucoup qui sont remerciés. Quand même. Ouais. Beaucoup, non, c'est un grand terme, mais il y en a quand même eu, on a quand même eu tous les ans, on avait probablement un ou deux où on dit, voilà, c'est quoi?
ça a plu. Et donc, tu vois quand même que les réactions sont différentes. Mais c'est juste quand tu arrêtes par toi-même, il y a toujours encore ce côté qui dit « Oui, pourquoi maintenant? Pourquoi si ?» Et chacun a ses bonnes raisons. Mais là, pour moi, c'était justement, je voulais plus tout sacrifier. Parce que dans toutes ces périodes d'équipe nationale, j'ai quand même raté des gros mariages, des anniversaires, tu vois, il y a quand même des vacances en famille. Il y a quand même beaucoup de choses où tu dis, ben ça, tu n'y étais pas quoi, pour jouer au hockey. Donc ça, c'est quand même, et c'est quelque chose que tu récupéreras jamais. Et maintenant, quoi pour toi maintenant? Maintenant, j'ai 2 projets. Ok. Je continue, non, 3 projets alors du coup. Je continue à jouer le plus longtemps possible en club, Ouais. en fonction du corps, en fonction de mon niveau aussi. Je pense qu'il faudra le dire à un moment donné, voilà, c'est bon, mais aujourd'hui, ça va encore. Ok. Je lance une société de protège-dents sur mesure. Ouais, chouette. Que je faisais déjà en parallèle les dernières années, mais je le faisais vraiment en tant qu'indépendant complémentaire. C'était une petite activité secondaire. Mais donc là maintenant, l'idée c'est de vraiment le lancer. On a créé la société, on est 3 dedans. Chouette. Protégeant uniquement pour du hockey ou pour tout sport confondu? On va faire. Tout bazar. Ouais, mais le problème c'est que la particularité de notre protège-dents aujourd'hui n'est peut-être pas adaptée à tous les sports. Ok. Mais ce sera du sur-mesure à 100%. Donc, tu vas prendre une empreinte 3D chez un dentiste. Puis après, on confectionne tout ça et on livre le protège-dents. Mais donc, toute la structure derrière, on occupe avec le site internet, tout l'après-vente, tout le fil entre prendre son rendez-vous et justement avoir la livraison, travailler sur le produit, le packaging, enfin, tout de A à Z. Donc, on travaille là-dessus, ce qui est très chouette. Et après, là, j'avais postulé pour être directeur sportif du club de hockey au Léo. Et donc ça j'ai été pris en duo avec on va dire une copine. Et donc ça c'est très chouette. Ça commence en juillet, mais on est déjà un peu déjà occupé à faire la transition. Donc ça c'est aussi un chouette objectif parce que ça reste dans le sport. Enfin les deux en fait dans le sport. Oui, les 2, 3. Ouais, les 3 même. Mais donc chouette. du coup, ouais, je suis content. On verra ce que ça donne. Mais mon objectif, voilà, et c'est ça que je te disais. Du coup, la société, on est 2-3. La direction sportive, on est 2 et on crée une équipe derrière pour pouvoir justement faire tout ça. Et le hockey, ça restera une équipe. Donc je pense que je suis plutôt un team player qu'un solitaire. Clairement. Ouais. J'ai encore 2-3 petites questions pour toi. On va arriver à la fin de l'interview. Avant ça, si vous avez aimé notre échange avec Gauthier, vous pouvez liker, mettre 5 étoiles, partager l'épisode à quelqu'un que ça intéressera et je vous en remercie. Question signature du podcast. Elles sont rapides. Ce qui te ressource vraiment. Qu'est-ce qui te ressource vraiment? Quand tu te sens qu'il y a un trop-plein, tu dois vraiment faire un stop. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être bateau, mais je veux dire vacances. Ouais. Soleil, vacances, déconnecté. Mais c'était principalement par rapport au sport. Oui, bien sûr. Donc du coup, c'était les périodes off. Et quand tu es en équipe nationale, sur l'année, tu as 2 fois 10 jours off sur l'année, on va dire. 10 jours où tu fais pas de sport. Non, tu t'obliges pas à courir. Il nous dit pas de sport. Allez, quand on a 12 jours, tu reçois déjà un programme individuel après 7, quoi. Ah, ouais, okay. Donc on va dire 7 à 10 jours sans rien et après tu as déjà un programme individuel à suivre. Okay. Mais je te dis, tu as maximum 3 fois 10 jours sur l'année repos. Okay. Tout le reste est dans un train d'entraînement. Tu te sens parfois un peu genre... pas un burn-out mental ou physique. Un trop-plein, oui, bien sûr. Si, il y a des périodes, bien sûr, où tu te dis, j'en ai marre. Et c'est quand même aussi beaucoup lié à la météo, je pense. J'imagine. Vous faites de la salle, du hockey en salle? Non, ça existe, mais ça ne fait pas du tout partie du programme. Ok. Ton plat incontournable, le plat refuge, le plat que tu manges 4 fois semaine. Franchement, j'ai pas... T'as pas de plat Non, j'ai pas de plat fétiche que ça. Ouais. Ok. Vraiment. Ouais. Je te juge pas. Non, vraiment. C'est très équilibré entre nous deux, entre qui cuisine pas. Donc c'est très... non, c'est varié. Et donc pâtes. Ça peut. T'as pas un plat genre... Non. Ok. Mais pâtes, j'aime bien pâtes avec tout type de sauce. Donc je suis pas du tout compliqué au niveau bouffe. Mais oui, non, j'aime bien la viande, un bon poisson. Mais bon, ça par exemple, je fais moins. Tu vois, je vais moins faire les poissons à la maison. Mais au resto, ça pourrait vraiment me tenter de prendre un poisson. J'aime bien les fruits de mer, mais je ne vais pas spécialement en faire toutes les semaines. Tu vois, donc, il n'y a pas de plat fétiche. Quand on veut, on peut. T'en penses quoi?
Tu sais, on dit souvent quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Tout est possible, genre si Si, tu te oui. donnes les moyens. Est-ce que tu Si, crois? oui, moi je pense si tu te donnes les moyens. Ouais. Mais après, ça dépend toujours de ce que tu as envie, parce que tout n'est pas accessible non plus. Bien sûr, mais Je prends en même, tant qu'athlète pro, est-ce que tu penses que le travail suffit? Tu peux être moyennement doué, mais travailler beaucoup et réussir. Ouais. Tu penses? Ou tu dois être, genre, vraiment depuis Ouais, le départ, ouais. avoir quelque chose Je en vois plus? ce que tu veux dire. C'est compliqué à répondre et d'avoir vraiment la bonne réponse. Je pense que de toute manière, tu dois essayer de te donner les moyens pour réussir. Et donc, tu vas peut-être pas arriver à ton rêve, Ouais. mais si tu as un objectif et que tu essayes d'y travailler dessus au fur et à mesure et que tu te donnes les moyens et les possibilités de réussir, tu vas peut-être pas arriver au 100%, mais tu vas quand même y arriver très proche. T'as fait, toi, des études à côté de... J'ai fait des études que j'ai arrêtées de nouveau. T'as dû faire des choix, quoi. Ouais, bon, j'étais pas le plus grand student, j'avoue. J'ai arrêté en fin de deuxième à l'EFEC, mais c'était aussi de nouveau... ma mère va dire que c'était une excuse, mais c'est que en rentrant des Jeux de Rio, j'avais tous mes examens directement après. Donc tu viens de finir finaliste aux Jeux, j'ai étudié et en fait j'attendais encore une réponse d'un prof pour savoir quand est-ce que j'avais examen. Il me dit, et un matin j'étais occupé à étudier, on m'appelle, on me dit Monsieur Boca, vous n'êtes pas là pour votre examen? Je dis mais attendez, j'attends les réponses. Non, oui, non, vous deviez être là. J'ai dit écoutez, c'est bon, vous pouvez me désinscrire, c'est terminé, j'arrête. Donc ça c'est fini comme ça. Et donc c'est là aussi où tout le professionnalisme augmente, parce que maintenant il y a beaucoup plus pas de facilité, mais en tout cas le contact entre l'athlète et les écoles est aussi meilleur qu'avant. Mais ce qui est normal. C'est le minimum. Ouais. Mais là, nous dans le temps, je rentrais d'Inde par exemple le dimanche, j'avais deux examens le mardi, 2 le mercredi, 2 le jeudi. Tu dis gars, j'ai pas le temps d'étudier. Enfin si, j'ai le temps d'étudier, mais je sais pas faire un blocus correct pour étudier et réussir les examens. Donc là, j'ai vraiment fait un choix. J'ai dit fini. Est-ce que ta femme ou tes proches pourraient te reprocher? Oui. Qu'est-ce qu'ils pourraient te reprocher? Peut-être un peu têtu, un peu. T'es un peu têtu, toi? Ouais, un peu têtu, un peu sale caractère parfois. Est-ce que tu retiens de ta carrière? Plusieurs choses. Bon, elle n'est pas finie déjà. Mais bon, il y a quand même l'amitié, mais l'amitié avec la réussite. Tu vois vraiment ce lien on a quand même touché quelque chose que tout le monde ne pourra pas. Tu vois, disait, voilà, si tu as envie, mais tu as beau avoir envie, peut-être que les gens ne vont pas réussir. Mais je pense on réalisera encore plus tard, mais on a quand même touché quelque chose que peu de gens peuvent toucher. Est-ce que tu dirais au petit Gauthier de 18 ans? D'être un peu plus vite, plus mature, ça oui. Et surtout de s'investir à fond dans ce que tu as envie de faire. Moi, je pense que j'ai mis quand même un peu de temps à vraiment comprendre que je voulais faire, enfin que ça allait devenir mon métier, de vraiment tout mettre en place pour être directement le plus performant possible. Tu te faisais aiguiller quand même par, je sais pas, tes parents ou... Si, mes parents un peu, oui. J'ai eu un peu à un moment donné, j'ai quand même été voir aussi un petit coach de vie pendant un an. Après, c'est de nouveau, on aime, on n'aime pas, on a un bon feeling ou pas, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est surtout qu'il m'a aidé à structurer, à planifier, à nouveau mettre des priorités. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin pour gagner un peu en maturité. J'ai encore 2 questions. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune dans le hockey aujourd'hui? D'abord, de ne pas vouloir trop vite brûler les étapes. Peut-être de profiter d'abord. Ouais, de prendre du plaisir avec ses copains et de laisser un peu le temps faire les choses et de ne pas tout de suite vouloir ou de tout de suite rêver on va dire de l'équipe nationale messieurs. Il y a quand même toutes des étapes avant d'y atteindre. Qui sont très chouettes. Qui sont très chouettes, dans lesquelles tu dois profiter. Et aussi de justement de s'entourer avec des chouettes personnes, que ça devienne tes copains, que ça devienne un peu une école de vie. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Le hockey, ça a vraiment été une école de vie avec qui j'aurai des amis pour la vie, mais en même temps, on a passé tellement de chouettes moments, même en dehors du terrain, ou à jouer même au foot à côté du terrain, parce que nos autres copains, cousins jouaient, ou famille, tu vois. Donc, je vois plus ça comme une éducation générale que juste dire je vais là-bas pour jouer au hockey. Et ça, j'essaye quand même déjà de transmettre à mon aîné. Ouais, ton fils, ouais.
et ce que le grand public ne comprend pas sur ta vie d'athlète ou sur la vie d'athlète en général? Est-ce qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas? Je pense je pense qu'ils comprennent tous. Voilà, Oui, aujourd'hui, oui, avec les grosso réseaux modo. et tout, ils savent voir un peu à quoi ça tourne. Mais je pense que les gens ne réalisent pas le sacrifice que ça demande derrière. Prends même, tu vas dire, il y a un anniversaire, ben oui, je sais pas y aller parce que j'ai match demain ou je dois rentrer plus tôt parce que voilà, c'est une fois. Et donc les gens te voient et puis ils se disent, ah oui, il a dû une fois rentrer tôt parce que là. Mais quand c'est comme ça tout le temps et que c'est toujours toi qui dois faire le sacrifice, ben ça, je pense que au niveau du volume et de l'investissement en général, je pense que ça, les gens ne réalisent pas trop. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.